Bien, on reçoit aujourd'hui pour les énigmes partagées, c'est chaque fois une expérience imprévisible, Pascal Dussapin. Peut-être pour situer d'abord le propos, Pascal Dussapin est musicien, il se présentera lui-même son trajet. Il était prof au Collège de France, à la chaire de création artistique, où Pierre Magistretti a aussi été pendant une année. Et on a résulté un livre, La musique en train de se faire. Le livre aussi qu'il a publié autour de sa leçon inaugurale, un DVD que j'ai vu et qui, je dois dire que j'ai jamais entendu sur la musique des choses aussi proches que celles qui m'intéressent en psychanalyse. Donc il y a eu un choc particulier. Flux, traces, temps inconscient. On a inventé ces titres au fur et à mesure de nos échanges. Le premier entretien, c'était sur le flux. Et ce livre, a marqué un trajet de rencontre, d'échange, qui, je crois, est à l'origine du fait qu'on se retrouve ici. Alors peut-être pour commencer, je prendrai peut-être un point de départ musical de ce que vous aviez proposé dans Passion, puisque le premier spectacle d'opéra auquel j'ai assisté, une première fois à Aix, au Festival d'Aix, c'était la création de Passion. Et je me souviens d'une aventure tout à fait particulière pour moi, c'est-à-dire de découvrir que vous alliez, au-delà de la composition musicale, prélever le son à même le corps, qui avait au fond quelque chose qui commençait par le mouvement, le souffle, la musique, et que la voix, que tout ça s'articulait. Alors quand je dis à même le corps, peut-être c'est intéressant de nous rappeler, parce qu'il y avait même des capteurs concrets posés sur les musiciens. En fait, quand je vous entendais présenter ce qui relève de votre écoute-vision, en fait, parce que vous l'avez vu et vous l'avez entendu, je me disais, avant de m'expliquer sur ces capteurs qui doivent être une énigme pour beaucoup ici, c'est qu'en fait, quand on écrit de la musique, disons, comme je pratique moi la musique, c'est-à-dire comme un écrivain de musique, je suis sur une feuille de papier sur laquelle je couche au fond ce que j'entends, qui est aussi un système très complexe de transduction en fait. C'est-à-dire que je fais passer des tas de petits bouts de ce que je pense des choses à propos de la musique et que je les inscris par l'écriture sur le papier. Mais entre, au fond, ma main qui écrit, mes yeux qui regardent, je dirais, mon corps au-dessus du papier, il y a un souffle. C'est-à-dire qu'il se passe quantité de choses qui sont très physiques. Et beaucoup de compositeurs vous feraient sans doute des commentaires différents sur leur façon de travailler. Mais je crois qu'on en a parlé dans le livre. Moi, je suis un compositeur qui fait beaucoup de choses quand j'écris la musique. Je chante, je mime, je grommelle, je respire, je hume en fait ce qui sort de tout ça. Et puis je le réinjecte sous le papier presque. Parce qu'au fond, ce que j'écris, ce sont des séries d'ordres qui vont être réalisées après, quoi. Alors quand j'ai fait Passion, j'étais déjà expérimenté par bien des années de travail, d'autres opéras. C'était mon 6e opéra. J'écris actuellement le 7e. Et j'avais envie que quelque chose de presque tabou dans la musique d'aujourd'hui soit le lieu même de la pensée
et de l'être de la chose opéra, quoi, hein. Et cette chose taboue, c'était au fond quelque chose qui relevait des émotions. Et j'étais pris moi-même par mon corps. J'allais créer un néologisme, expressant, vous voyez, exprimant quelque chose, quoi. Et j'ai pensé qu'il fallait capter l'électricité de ce corps. Alors au départ, c'est le mien, évidemment, ouais. Et comme je ne me mets pas en scène, je me suis dit, il faut aller chercher cette électricité. Alors j'écrivais pour les voix, pour un orchestre, mais j'avais envie d'une technologie qui soit capable d'aller chercher, au fond, l'activité électrique qui s'anime en vous quand vous êtes pris par une émotion. Quand vous voyez quelque chose de très beau, vous avez une surprise, vous faites comme ça, ou voyez, et tout ça, les neuroscientifiques l'expliquent très bien, mais tout ça, ce sont des vibrations. Je me suis dit, mais comment on peut faire pour capter ça? Alors j'ai posé les questions qu'il fallait, je pense à la personne avec qui je collabore toujours, Thierry Cauduis, pour les réalisations électroniques de mes opéras. Et il s'est un peu gratté la tête. Il me dit, mais il faudrait trouver quelque chose qui aille chercher ça très fort, quoi, très loin. Et donc, on a contacté une société paramédicale en Belgique, et qui faisait des capteurs électrocardio, encéphalo, cardiogramme, etc. Enfin, qui connaissaient bien cette technologie. Et puis, on a trouvé ce qu'il nous fallait, on a créé le logiciel qu'il fallait autour de ça pour capter l'électricité. Et ce qui m'intéressait, c'était que cette électricité, avant même le chant, vous voyez, quand vous faites « Ah !» comme ça, avant qu'on entende ce « Ah !», il y a toute une activité électrique. Donc, moi, je voulais qu'on prenne ça et qu'on la transduise, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, on la traduise, on la fasse passer au travers d'un filtre que je définissais. Donc, dans Passion, la soprano, en l'occurrence Barbara Hannigan, quelquefois, a des émotions comme ça qui deviennent des souffles très, très doux et en même temps très particuliers, qui ont une diffusion dans l'espace très, très spéciale, qui sont comme en fait, comme des fantômes comme ça, qui passent dans l'air comme des vibrations. Cette vibration était pour moi fondamentale parce qu'elle était le lieu j'oserais dire, de ce qui est dit avant qu'on dise, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que ça précède. Oui, ça précède. Ça anticipe. Voilà, ça anticipe. Dans la création. Voilà. Pour vous dire, par exemple, là, ce que j'ai écrit ces jours derniers, dans l'opéra que je fais actuellement, alors il y a une femme comme ça qui a un très 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 gros problème à un moment, et elle est en quelque sorte trahie par la loi, par enfin quelque chose, voilà. Et alors elle devient aphasique comme ça, elle devient, oui, son entendement bascule, enfin donc elle peut plus s'exprimer normalement, donc elle bégaye, elle change de registre constamment, et elle s'étrangle, elle suffoque sur elle-même. Et j'ai imaginé qu'elle respirait comme ça. Alors je l'ai fait moi-même, et je me suis dit, je vais le faire pur, pas de technologie. Et donc je l'ai fait moi-même, je l'ai enregistré, et je l'ai pris en dictée musicale. C'est-à-dire que ce que j'écris, les rythmes que j'ai écrits, inspiration, expiration, je les ai pris en dictée rythmique, et elle fera exactement ce que j'ai fait moi-même. Oui. Ce que vous dites par rapport aux émotions et au corps,
ça parle beaucoup aux physiologistes et aux neurobiologistes parce que depuis William James et puis plus récemment Antonio Damasio, l'idée que en fait les états du corps sont ceux qui donnent la connotation émotionnelle à une perception, par exemple, où là c'est encore autre chose, c'est l'acte créateur. Mais si on prend la question de l'émotion, émotion classique, la peur, James disait qu'en fait, c'est parce que notre rythme cardiaque est accéléré, parce que nous transpirons, parce que nous avons une dilatation de nos pupilles, que la perception, par exemple, d'un chien qui vient vers vous en aboyant, vous avez peur, cette perception en soi est neutre. Ce qui donne la connotation, la nuance émotionnelle, c'est en fait l'état du corps associé à cette perception. Puis bon, après, perception, elle s'inscrit par les traces, on reviendra sur les traces, je pense, donne une représentation, donc on peut même s'imaginer tout simplement la peur, on s'imagine une situation de peur, on la représente, mais ça va être associé à un état du corps. Donc cette idée que le corps est en fait l'origine de l'émotion. Un cerveau sans corps ne peut pas avoir d'émotion. Ce sera un outil, un instrument extraordinaire peut-être pour détecter la réalité externe, mais pas pour l'associer et produire une émotion. Alors, le fait que vous décriviez ce moment, d'ailleurs, qui précède, la question du temps là est très importante, qu'il y a une anticipation qui est détectable. Alors ça, c'est intéressant, mais en fait, c'est vrai, les neurophysiologistes le savent. On peut, d'ailleurs, je saute du coq à l'âne, mais c'est la vieille technique du détecteur de mensonges. C'est tout simplement de mesurer la conductance à travers la peau ou le rythme cardiaque. Au moment où on dit un mensonge, en principe, il y a une émotion et on peut la détecter. Bon, il est plein de c'est pas très fiable, donc, mais c'est simplement l'idée que le corps est l'origine de l'émotion. Et donc, quand vous parlez de ça, ça parle complètement aussi aux physiologistes. Mais il est sûr que les musiciens, enfin, pas uniquement les musiciens, mais pour les musiciens, ce n'est pas dissocié. Hein. D'ailleurs, c'est même un problème quelquefois parce que souvent dans l'appréciation des musiques, enfin en tout cas des différents styles, par exemple la musique dite contemporaine, moi j'aime pas beaucoup ce mot-là, on nous dit souvent ah oui mais c'est un truc de cerveau, pas de vent, vous voyez les gens ils font comme ça, moi la musique ça vient de là, et moi je leur dis toujours mais vous croyez qu'elle vient d'où chez moi? C'est pas parce que je l'écris que je suis pas capable d'éprouver ces vibrations naturellement. Alors après, on tombe aussi dans des archétypes, hein, c'est-à-dire on associe tel événement physique à telle sensation affective, hein, ou tel affect. Hein. Par exemple, je sais que moi, pour ma part, je me suis intéressé à ça très tôt, puisque même mon premier opéra, donc il y a déjà plus de 20 ans, je m'étais intéressé aux archétypes d'expression. Hein, alors moi, je fais toujours des petites études un peu iconographiques comme ça enrichit mon travail, mais je m'étais intéressé à l'expression des musiciens, en particulier dans l'histoire de l'opéra. Donc on connaît tous, vous savez, les Castafiore avec les épées ou les lances dans les opéras de Wagner, ou les ténors, voilà Valkyrie, vous voyez, ou les ténors héroïques dans Verdi qui sont comme ça, tous comme ça. Alors, ce qui est intéressant, moi je me suis intéressé à ces gestes. Je me suis dit, mais pourquoi font-ils ces gestes? Parce que vous avez des invariances selon les époques. Aujourd'hui, un ténor qui chante le Winterreise de Schubert, il y a un moment, il va faire quelque chose comme ça. Il va tenir. Alors, évidemment, il y a des questions qui tiennent à la production de la voix, qui sont pour le coup, même si les techniques changent au fil des années, on peut le supposer des siècles. Il est simple si vous entendez une chanteuse des années 20, vous verrez bien qu'elle n'aimait pas le son comme aujourd'hui, ou il y a même 30 ans. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était les gestes. Pourquoi ce geste comme ça? Alors, il aide la cavité, enfin le coffre naturel de la voix à s'extendre, à s'expandre, à s'épandre.
Mais il y a aussi des archétypes culturels. Vous voyez, si vous faites ça, c'est l'empathie. Si vous faites ça, c'est le contraire. Si vous faites ça, c'est que sais-je. Vous voyez. Mais enfin, moi, je m'intéressais à savoir où sont les normes, les codes et aussi les nécessités. Hein. Et par extension, on s'est aussi un petit peu éloigné de votre propos, mais c'est tout un environnement comme ça dans mon travail qui m'a fait amener progressivement à Passion, cet opéra dont François Ansermet parlait, qui est aussi une sorte de cahier d'études, si je puis dire, sur les passions, les passions de l'âme, hein, qui reprend le mythe d'Orphée, mais qui traite de la question des affects. Et pour finir, je dirais qu'au départ, j'avais qualifié les numéros, parce que c'était un opéra où il y a des numéros, il y a des chapitres, disons. Et le premier s'appelait la peur, le deuxième s'appelait le ravissement, le troisième s'appelait le désir. Donc c'était vraiment des émotions. Oui, c'était des émotions. Et quand j'ai terminé l'opéra, j'ai enlevé ça. J'ai appelé ça numéro 1, numéro 2, numéro 3. Parce que je ne voulais pas que qui que ce soit puisse préjuger et que du coup, ma proposition, en tout cas lyrique, devienne une sorte de pensum ou devienne doctrinaire, en fait. Vous voyez, il n'y avait pas d'idée doctrinale, naturellement. Il n'y a pas d'idée d'illustration. Non, d'illustration. C'est-à-dire que c'est plutôt un surgissement, une émergence, une anticipation. C'est-à-dire quelque chose, les passions de l'âme, les passions du corps. Je me souviens que vous disiez quelque chose comme c'est le corps qui fait le musicien, enfin, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a presque une origine, enfin, bon, c'est peut-être pas le bon mot, parce que j'ai compris que si on veut atteindre la question de l'origine, il faut couper le problématique de l'origine. Enfin, c'est le piège dans lequel il faut tomber. Si on veut chercher l'origine, si on veut chercher l'évolution des langues, il faut couper l'idée de s'intéresser à l'origine des langues. Donc, on va pas s'intéresser à l'origine de ces sons, hein, mais en même temps, il y a un surgissement et une anticipation. Et c'est le corps qui est musicien. Et là, dans ce que vous avez décrit, qu'a repris Pierre, parce que là, on est, donc je fais une petite parenthèse, hein, on fait des expériences ici de parole et de construction, à partir de nos préoccupations sur les traces, sur la plasticité, sur l'inconscient, et entre art et science. Donc là, on est en plein, hein, c'est presque angoissant, parce que on est en plein dans la question. Hein, comment tout ça se met ensemble dans une création, et vous arrivez à nous dire quelque chose. Alors, donc il ne faut pas aller trop vite peut-être. Alors, dans ce que vous avez dit avant, vous avez dit qu'il y a ce surgissement, que c'est même des choses d'origine, enfin c'est les gestes, c'est les mouvements, c'est le souffle, c'est l'anticipation. Et puis ensuite, vous avez dit que vous interposez une écriture. C'est-à-dire, on sent qu'il y a un traitement de ce surgissement particulier par une écriture. Vous avez utilisé, alors vous avez dit des choses, parce que j'ai compris, parce qu'on a quand même eu l'occasion de faire des entretiens, qui ont abouti à ce livre, que quand vous dites quelque chose, ça peut paraître dans une discussion, on dit quelque chose, mais vous avez dit une écriture dessous. Sous. Sous quoi? Si vous voulez, quand vous avez une intention, alors je vais parler de façon un peu comme ça, solennelle, en tant qu'artiste, quoi. Bien que j'aimerais beaucoup parler quand vous dites art et science, voyez, moi, je suis pas toujours certain qu'il y ait beaucoup de différences, mais enfin, mais quand vous êtes dans une intention d'artiste, c'est-à-dire de celui qui veut faire quelque chose. Au fond, il y a un désir très fort de réaliser une forme, quelle que soit. Ne soyons pas que dans la musique. La musique est un cas particulier. C'est mon chemin préféré pour m'exprimer. Mais je pense que tout artiste pourrait avoir ce point de vue. Vous avez une sorte d'idée, même si je n'aime pas beaucoup le terme, parce qu'il convoque des notions philosophiques très complexes, très lourdes, de signifiant, de signification, d'histoire, etc. Bon. Enfin, vous avez une idée. Vous êtes toujours
en dessous de cette idée quand vous la réalisez ou un petit peu au-dessus. Mais au fond, c'est la même chose. Vous n'êtes pas au-dessus de l'idée que vous désiriez. Mais enfin, c'est toujours une relation très déceptive, hein, au fond. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais là où vous vouliez arriver. Vous êtes quelquefois, heureusement, bien ailleurs. Hein, vous partez, vous dérivez, vous contournez la chose, etc. Mais quelque part, vous voyez, c'est comme ces alpinistes qui essayent d'aller au sommet, quoi. Vous êtes toujours un petit peu en dessous, hein. Donc, au fond, quand je dis, et je crois que c'est la première fois que je disais que d'être en dessous, c'est l'inconscient qui parle. C'est parce que j'ai la certitude absolue que je ne suis jamais là où j'aimerais être, quoi, vraiment. Mais par rapport à un idéal ou donc, bien pour toucher la oui, parce que là, c'est comme si vous parliez de la matérialité, du souffle, du vivant. Il faut bien, il faut bien se rendre compte que le papier, pour moi, l'écriture, c'est tout. Moi, je suis un musicien un peu particulier parce qu'en fait, je suis un dessinateur. Je dessine toute la journée des notes. Et si vous voulez, pour moi, l'espace du papier, c'est mon Heimat, c'est mon Land, quoi, comme on dit en allemand, quoi. C'est mon pays, quoi. Je suis là toute la journée, quoi. Donc, à force, si vous voulez, je connais tout de ce papier, quoi. Et quand j'inscris dessus, c'est comme si je m'enfonçais presque dans un outre-monde, quoi, en dessous. Et donc, si vous voulez, mon intention, de façon presque figurée, comme ça, enfin, c'est une métaphore, naturellement, mais c'est d'être plus profond, quoi. C'est pour ça que je dis en dessous. Oui, mais si je puis, je suis vraiment pas un artiste, mais si j'imagine que, en fait, au moment de la création artistique, il s'agit de transmettre, de transférer quelque chose, alors une idée, mais que je suis d'accord avec vous, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais disons quelque chose qui vient de l'intérieur, corps, ou pourquoi pas cette logique de l'inconscient qui est très difficile à saisir et à exprimer, donc quelque chose qu'on va dire qualitatif, quelque chose d'instantané, de qualitatif, qu'on doit, par la force même des limites de la représentation humaine, que ce soit la musique ou que ce soit une forme, dans quelque chose qui va être séquentiel, qui va être quantitatif, quelque part mesurable. Finalement, les notes, dans le cas particulier, c'est mesurable, c'est des temps, des demi-temps, etc. Donc, ce que je pense et qui est très difficile à saisir, et c'est peut-être là la grandeur d'un artiste, c'est d'arriver à traduire dans quelque chose qui est plutôt quantitatif, quelque chose qui est plutôt qualitatif. Et les mots sont des limites, un mot après l'autre, on est dans quelque chose de rigide, de séquentiel, peut-être les notes aussi, peut-être un peu moins, peut-être l'art plastique, mais enfin, toujours est-il qu'on doit représenter quelque chose qui, à la limite, qui est de notre ordre, qui est presque irreprésentable, mais qu'on a envie de représenter. Oui. Quand vous dites qu'on est juste en dessous, je comprends, parce qu'on est... C'est comme si on veut monter vers l'Everest et puis il manque de l'oxygène pour y arriver. Enfin, voilà. Vous y arrivez, mais est-ce que vous avez jamais en fait le sentiment d'avoir entièrement réussi à plaquer ce que vous aviez dedans, si je peux m'exprimer comme ça? Non, je pense pas. Jamais. Je pense que c'est pas possible en fait. Mais bon, alors c'est peut-être ça qui est au cœur de l'affaire, c'est que c'est impossible, parce que ce que tu viens d'énoncer, ce que vient d'énoncer Pierre Magistretti, au fond, c'est la préoccupation de Freud au début de son œuvre, si je peux me permettre, c'est-à-dire comment la quantité se transforme en qualité. Ou l'inverse. Ou alors là, oui, toi tu l'as renversé. Bon. Oui, c'est-à-dire comment on a un truc matériel. Hein, il y a quand même une quantité à la fin, je veux dire, c'est combien mais enfin, ce passage, pour lui, c'est vrai, c'est l'inverse. Il disait comment on passe de la quantité à la qualité. Ouais. C'est-à-dire, mais enfin, on sent qu'il y a là comment est-ce qu'on pourrait dire, une transmutation, enfin, il y a une transformation, il y a un transfert, quoi. C'est un couple. C'est un couple, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme un mouvement mécanique, si vous voulez. C'est probablement que c'est comme un mouvement horloger. C'est quelque chose qui est imbriqué de façon binaire et qui,
le mouvement de l'un dépend du mouvement de l'autre, probablement. Enfin, c'est une Mais bon, si interprétation. c'est horloger comme une montre, ça devrait fonctionner. On devrait l'atteindre. Or, ce que vous venez de dire, c'est qu'on n'atteint jamais. Ça ne s'écrante pas. Oui, on ne l'atteint pas, mais c'est parce que le but, c'est peut-être, on n'en a pas parlé, mais c'est pas de l'atteindre, justement. Le but, c'est de continuer. Et donc, c'est Ouais, c'est beau, ça. Le but, c'est que ça continue. Voilà. Le but, c'est la vie. Oui, c'est le désir. Moi, je vous dirais, enfin, pour parler modérément, quoi, moi, je me marre quand je vois j'entends pas des artistes, parce que les artistes disent pas ça, mais des commentateurs, des observateurs, des critiques, je sais pas, des mélomaniaques hystériques, parler de la perfection d'une œuvre, c'est un point de vue. Je sais pas, parlons de telle œuvre contemporaine ou du passé, naturellement. Ce qui est, même ce que nous on considère comme les plus grands chefs-d'œuvre, que ce soit musique, peinture, ce qu'on veut, littérature. Non, ce qui est intéressant, c'est la tension qu'elle produit. La meilleure preuve, c'est que l'œuvre même produit du désir, produit un perpétuel inachèvement chez les autres aussi. Sinon, pour quelle raison vous imaginez qu'un petit Français comme moi continue à écrire de la musique après l'art de la fugue de Bach, les Diabelli de Beethoven, etc. Quoi, vous voyez, ça veut bien dire que cet inachèvement conçu comme la chose, pour parler comme un philosophe, continue à produire du désir, de l'amour et surtout de cette joie à faire, voire à refaire, et moins bien. Tout au long, je dirais, du temps imparti, et passez-moi la solennité, mais du temps imparti à l'humanité, car c'est bien de ça dont il s'agit, c'est même pas la vie d'un homme, quoi. Oui. Mais ceci dit, cette production, appelons-la comme ça, c'est vraiment, c'est unique, ça revient à une personne, je veux dire, ce que c'est le tout et les parties, hein. Mais moi, je vais juste revenir, parce que je trouve plutôt que quantité-qualité, peut-être. Mais pour revenir et même mettre un petit contexte psychanalytique, et je ne suis pas psychanalyste, la question du processus primaire, donc de l'adimensionnalité de l'inconscient, peut-être tout le défi, tout le problème, mais même pas le problème, tout ce qui permet cette créativité, c'est de passer de quelque chose de adimensionnel à quelque chose de, malgré tout, dimensionnel. Parce que quand vous écrivez des notes, il y a des dimensions. Là. Et quand même on fait une forme, il y a des dimensions. Donc c'est peut-être ce passage de ce qui est de l'inconscient, donc de l'ordre d'une logique sans dimension, de l'adimensionnel, de le transmettre dans un médium quel qu'il soit, qui par définition a des dimensions. Et c'est peut-être là le mystère de la création artistique. C'est cette unicité qui fait qu'on traduit quelque chose qui n'a pas de dimension, mais qu'on doit restituer d'une manière ou d'une autre avec des dimensions. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus clair que la qualité-quantité qui est complexe, et que d'ailleurs moi j'ai retourné dans l'autre sens en disant ce que tu dis c'est exactement Freud, puisque mais en fait c'est exactement l'inverse. Donc ça c'est typique malentendu des humains. Non, il y a pas. Enfin, pardon, je vous interromps, mais la qualité, si vous voulez, quand je reviens à l'idée du couple, est toujours corollaire à celle de la quantité. Pour nous, par exemple, ça n'évoque évidemment pas la même chose pour vous, analystes, mais il est sûr que lorsque vous êtes devant la question d'exprimer une chose, alors prenons par exemple un compositeur, hein. Au hasard. Au hasard. Mais un compositeur, quand il doit exprimer quelque chose avec sa musique, de tout temps, de tout style, hein, c'est pas une question de tradition écrite, ça peut être aussi un joueur de guitare du fin fond du Kentucky, peu importe, ça peut être un musicien chinois, etc. Il va être confronté à la qualité de son expression et la quantité d'informations qu'il va mettre dedans. Hein. Et ça, ce ne sont pas des problèmes typiques à la musique occidentale, ce sont des problèmes que vous rencontrez dans toutes les cultures et dans toutes les expressions. Prenons la poésie japonaise, le haïku, au fond, c'est l'expression absolue de ça. C'est-à-dire qualité d'expression, quantité d'occurrence, quoi. Vous voyez, et donc, d'une certaine manière, c'est comme ça que moi je l'ai entendu. Alors, je ne sais pas si c'est très freudien,
Mais c'est moi ce que j'entends quand vous citez ces deux mots. C'est pour ça que je dis que c'est une machine horlogère, enfin non, c'est ça. Ça veut dire que d'engrenage. qualité, quantité, c'est une chose qui est apparue ici, qui est tout à fait inhabituelle dans nos échanges, hein, et qui, au fond, c'est une manière de dire, c'est cette histoire d'amour, quoi. Enfin, c'est entre qualité et quantité qui arrive. Alors, si on prend maintenant la question qu'a posée Pierre juste à l'instant, c'est-à-dire l'idée de... Parce que ça m'a... Là, on est revenu à la qualité-quantité. Donc, si je vous permettez, je fais une rupture, je reviens au temps, hein, puisque vous étiez... C'est-à-dire que de dire qu'il y a quelque chose d'adimensionnel, quelque chose qui ignore le temps, hein, propre à l'inconscient. L'inconscient ignore le temps, ignore la contradiction, ignore la négation, ignore l'espace. Et au fond, c'est un processus adimensionnel qui est au cœur de chacun, qu'on connaît dans les rêves, dans les formations de l'inconscient. Au fond, la musique est certainement à voir avec ça, comme toute création, mais finalement, la musique m'apparaissait en écoutant ce qui était dit, d'ailleurs aussi dans les échanges qu'on a eus, comme une fabrication du temps. Oui. Donc tu introduis une dimension. Alors sur Ou le bien temps, alors non, parce qu'en fait, on peut se dire, celui qui l'écoute, il la compose à son tour. Donc il est aussi pris dans... c'est-à-dire, la vérité, on en a déjà parlé. C'est-à-dire que vous savez que sans doute que moi je suis un peu confus avec la question du temps parce que je ne sais jamais trop quoi penser de très malin avec le temps. D'une part parce que c'est un archétype en musique. Des musiciens comme moi, des compositeurs, on fait partie d'une tradition depuis on est habitué à penser le temps. J'ai un discours tout prêt sur le temps pour vous qui marche dans un petit congrès de musicologie un peu provincial. Mais si vous voulez, le temps, je l'ai dit dans ma leçon inaugurale au collège, je ne pense pas le temps. Le temps, c'est moi, quoi. Je suis le temps. Je veux dire, je pense jamais au temps. Et je le mesure, j'en écris des petits bouts, des petites traces, je le fracture, je l'émiette, je le brise, je l'exploite. Mais je pense pas au temps parce que au fond, l'intention, elle est presque, elle est, enfin, j'allais dire immanente. Vous voyez, je deviens confus parce que en fait, j'ai du mal à penser cette notion-là, de façon là où nous sommes, là, maintenant. Quoi. J'aimerais tellement quitter le discours tout fait, tout prêt, le ready-made qu'il y a autour du temps dans la musique, qu'il est très difficile pour moi quand je rêve à la musique, je la pense jamais de façon temporelle. Je ne veux pas dire idéal ou idéal, mais je veux dire, c'est une existence vibrante, mais qui n'est pas, que je ne mesure pas avec le temps. Mais si je peux me permettre, parce que depuis le début, depuis que tu as repris ce bouquin d'entretien, et les deux premiers termes sont flux, trace. Ouais. Et en fait, la question c'est là aussi, je ne sais pas, je suis peut-être un peu obsédé par des oppositions ce soir, entre trace et flux, il y a aussi une opposition. Parce que finalement, trace, ce serait quelque chose de statique, qui s'inscrit, et qui, donc, par définition, crée une dimension, quelque chose qui est séquentiel. Et dans le flux, justement, quelque part, il y a plus de temps qu'on peut arrêter, c'est que du delta T, c'est un mouvement. Et donc, là aussi, il faut des traces pour pouvoir créer un flux. Mais en fait, on met dans la création, on arrive à faire cette fusion entre quelque chose de séquentiel où il y a peut-être du temps. Et je comprends que peut-être, enfin, je ne sais pas si je comprends, mais que quand, comme la musique est un flux,
justement où les choses, où le temps se perd quelque part. Parce que dès que vous avez la trace, c'est-à-dire la trace d'une note, vous fixez le temps, mais c'est justement pas ça qui est intéressant dans la composition musicale, c'est le flux. Donc, il me semble que je comprends, mais peut-être je me trompe, que quelqu'un comme vous presque oublie le temps, parce que sinon il est figé, il ne peut pas créer un flux. Oui, alors évidemment, je le calcule, moi aussi, le temps, naturellement, mais en fait, quand je vous entendais, je pense toujours des choses un petit peu comme ça. Je me dis, tiens, c'est drôle. Je pensais à une chose très étrange. Je me disais, c'est drôle, les écrivains ne parlent jamais du temps, je crois. Ne parle pas du temps. Il n'y a pas de discours sur le temps. Est-ce qu'on voit les écrivains qui disent oui, le temps, je sais pas quoi. Ils créent des histoires, ils font des récits, ils font des flux, et ils en laissent une trace. Mais le temps que ça prend n'est pas le temps de l'œuvre. Non. Parce que vous pouvez lire un livre en 2 heures, enfin, disons, certains livres se livrent en 2 heures, et puis vous pouvez lire des livres, vous mettez 6 mois à le lire. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils pensent là-dessus? Ce serait intéressant. Je me disais, tiens, ce serait intéressant de savoir. Je n'ai pas pensé à ça. Enfin, là, tout d'un coup, j'y pense, quoi. Et pourtant, quand nous lisons un livre, nous éprouvons, au fond, une sorte de mécanisme encore entre le flux de l'histoire. Prenons une littérature narrative, le flux d'une histoire. La trace qu'elle opère non seulement en vous, mais au sein même de l'histoire. Imaginons une histoire qui parcourt un demi-siècle, par exemple, ou 10 ans, peu importe, vous voyez. Et là, on serait dans une dimension, disons, qui nous permettrait d'accéder à l'imagination d'un temps. Hein. Et puis, qu'est-ce que cela relève en notre inconscient, actant pour le coup, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas si différent de ce que je pourrais exprimer pour ma part avec la musique. Et en tout cas, ce que je tente de faire. Mais cette histoire de temps, c'est moi qui n'y comprends plus rien du tout. Hein. C'est-à-dire que, mais peut-être qu'on avait déjà à choper, parce que le temps, ça veut dire que c'est un état synchronique, quoi. C'est-à-dire que il y a pas, enfin, si on prend l'écrivain qui écrit un roman, bon, là je simplifie beaucoup, peut-être le poète est dans le même état que le musicien, hein, c'est-à-dire qu'il compose des phonèmes, des lettres, des notes, des traces, et puis mais ça ressemble entre les mathématiques et la poésie, enfin comme la musique, c'est-à-dire que c'est un état synchronique plutôt, hein, c'est-à-dire que l'état du poète par rapport au romancier. Oui, par rapport au romancier enfin le poète vise un effet synchronique que le musicien provoque aussi. Alors que le romancier est plus parce que séquentiel. cet inachèvement à avoir avec le temps. Si vous avez un bout d'œuvre qui vous convainc, enfin, je parle de moi, je peux l'écouter 800 fois, quoi, 1000, quoi. C'est-à-dire tout le temps. Mais ça, c'est quand c'est fini, François. Quand vous faites la chose, ce qui est important sur la question du temps, c'est le temps que ça prend. C'est pas le temps que ça est. Il peut arriver à un compositeur de passer 1 mois sur 10 secondes et puis de faire 1 minute et demie en 1 heure. Le temps de l'écriture, c'est le temps que ça prend. Et c'est le seul qui compte. Le temps réel, si tant est que l'expression puisse exprimer quoi que ce soit, c'est-à-dire cette pièce dure 10 minutes, 1h20, 3 minutes 15 secondes, etc. Ça, c'est le résultat de processus ultra complexes, mais qui sont presque subsidiaires à l'expression et au désir de faire la chose. Mais là, c'est vraiment le compositeur qui parle. Parce que vous dites c'est le temps que ça prend. Oui. Donc il n'y a que vous qui le savez, en fait. Oui, si vous voulez, c'est comme le chemin. Enfin, vous allez comprendre peut-être mieux, et moi aussi d'ailleurs, parce que ce n'est pas des notions auxquelles je réfléchis quotidiennement, mais quand, par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait hier, j'ai donné une interview à une journaliste coréenne.
parce que je vais en Corée bientôt, et puis alors, elle me dit mais comment, alors, très respectueux, mais comment on devient compositeur? Alors avec, comme ça, comment on fait, quoi? Alors moi je fais, bon, il va falloir encore que je raconte ça, donc, puis il faut aller vite quand même, vous voyez, donc, alors, non mais, faut donner des, vous voyez, alors je lui dis, ben voyez, alors j'étudiais le piano, j'étais très mauvais, j'étais pas très bon. Alors la musique, vous voyez, j'avais la musique devant moi et elle allait vers moi, comme ça. Vous voyez, c'est ça. Alors j'ai fait ça pendant très longtemps, vous voyez. Et puis en fait, j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était le contraire. C'était que la musique, elle aille de là vers là. Vous comprenez? Hop, 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 comme ça. Elle a fait, oh, tout ça. Mais au fond, on n'en est pas loin d'une certaine manière. Ça veut dire que ce mouvement n'existe plus pour moi, de l'extérieur vers l'intérieur. Le seul qui existe, c'est celui qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce mouvement-là a une toute autre relation au temps que celui que suppose l'envers, vous comprenez? Et d'où la difficulté pour moi de sortir de... Enfin, j'aime bien toujours tenter d'exprimer le doute et la confusion que j'ai sur le temps, parce que c'est un chemin que je ne veux plus penser. Au contraire, je veux le dépenser, parce qu'il n'est pas le lieu de ma pensée. Vous comprenez? Enfin, vous comprenez, voilà, c'est pas ça mon lieu. Et évidemment que la musique, c'est du temps, et que ça s'apprécie dans le temps. Mais pourquoi plutôt pas dire que la musique, c'est un art totalement immatériel, c'est des pures vibrations, vous voyez rien, quoi. C'est juste des oscillations ondulatoires, comme ça fait des ondulations, quoi. Vous voyez, c'est rien, vous pouvez même pas le toucher. Et que voudrait dire quoi que ce soit afférent au temps, venant d'un compositeur, appliqué à une peinture? Est-ce qu'il y a moins de temps dans une peinture que dans une musique? On parlait du roman tout à l'heure. Et quid du temps au cinéma? Est-ce que le cinéma, par exemple, les cinéastes ne parlent pas beaucoup du temps, j'ai remarqué ça. Mais ils s'en fichent du temps, ils ont raison. Ils font des histoires, où ils font des images. Ils n'ont pas besoin de parler du temps. Il y a que dans la musique où cette question est récurrente. Et quelquefois, même si j'en comprends musicologiquement les raisons, et même historiquement, j'ai du mal à saisir toujours l'étendue de ce débat qui est pour moi toujours un peu faussé par les conditions du travail qui produit ce temps, hein, et qui sont tout autres à mon avis. En même temps, vous avez... Enfin, en même temps, on ne peut plus parler. Hein. Vous avez commencé en disant, je fais une anticipation, il y a un écart. J'anticipe. Il y a quelque chose qui vient du vivant et puis il y a une anticipation. Donc il y a chaque note... L'anticipation, peut-être alors, c'est le désir d'être confronté à ça. Je vous donne un exemple. C'est le désir, ouais. L'inachèvement, oui, l'écart. Mais bien sûr. Ah, je commence. Voilà. Oui. Par exemple, on me propose un projet, vous voyez, telle maison d'opéra, tel orchestre, on aimerait bien une pièce de vous, etc. Alors moi, je ne fais que ce que je veux faire. C'est-à-dire, chaque fois que j'accepte un projet ou qu'on me commande un projet, c'est quelque chose que je veux faire. Donc je crée, je dis, tiens, mais je vais faire ça. Bon. Alors, comme c'est très long, ce métier, pour le coup, ça prend du temps. Donc, on est des années à l'avance. Donc, moi, j'ai des projets à 2017, 2018. Enfin, c'est effarant, mais c'est comme ça. Mais je rêve les pièces. Je me dis, ah oui, ça, cette chose. Oui, je sais que ce sera le moment de réaliser cette chose-là, avec un chœur, un orchestre, ou de faire ceci, cela. Vous voyez, ou je sais pas, un quatuor à cordes. Et je suis de façon un peu métaphoriquement exagérée dans une anticipation aussi. Mais comment je rêve cette pièce que je veux réaliser et qu'il est
probable que je réalise, hein, puisque j'ai toujours fait comme ça, donc j'en ai déjà réalisé d'autres. Mais qu'est-ce qui se passait dans ma tête quand je rêvais Passion, par exemple, que j'ai fait de 2005, enfin, oui, 5, 6, 7, qui a été créé en 2008, mais bon, je l'ai fait avant. Mais c'est un projet ancien, ça faisait des années que je pensais à ça. L'opéra précédent, j'ai fait un Faust. C'était une idée qui avait 15 ans, quoi. L'opéra que je réalise aujourd'hui, ça fait 30 ans que j'ai cette idée. Alors, cette anticipation, elle n'a pas été du temps, mais elle a été le moyen. Elle m'a donné les moyens de réaliser, en tout cas aujourd'hui, ce que je suis en train de faire. Et je pense que beaucoup de compositeurs pourraient être, enfin, à mon sens, agréer ce que je viens de dire. Ce qui m'a frappé dans cette discussion, c'est que, en fait, quand on mentionne le temps, on a l'impression que c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous enferme, dont vous voulez vous débarrasser. François, tu disais c'est comme une agression. Je peux comme si comprendre, parce que, mais de nouveau, jetait une bombe dans votre... Non, moi je dirais plutôt qu'on met on le ligote. On l'embête. Oui, il y a quelque chose qui m'oppresse, Et pourquoi? Parce que c'est une dimension. Et moi, je pense que le créateur, moi, je suis un peu fixé avec ça, mais le créateur doit transmettre quelque chose qui est sans dimension. Et dès qu'on veut lui donner une dimension, ça devient insupportable. Je ne sais pas. Il y avait Alain Berthaud, je ne suis pas créateur, du Collège de France, Alain Berthaud, oui, je connais bien, qui m'avait dit vous n'êtes pas du tout euclidien. Mais c'est bien, la géométrie non euclidienne est beaucoup plus libre. Voilà. Il m'a dit, mais alors vous n'êtes pas du tout euclidien. Ah ouais. Mais non, mais plus. Non, mais sérieusement, on sent que c'est presque. Oui, je ne. Quelquefois. En fait, c'est probablement parce que j'ai une expérience d'un non-temps dont j'ai parlé dans le livre, qui est assez fondateur pour moi, qui est disons, un épisode qui occupe toute mon adolescence, qui est une maladie. Voilà. Ouais. J'ai une méchante maladie, mais je vais très bien maintenant. Non, mais vous avez l'air en pleine forme. Mais j'ai une maladie où j'ai fait des comas, quoi, terribles. Et j'ai vécu des années avec ça. Et je pense que mon privilège, parce que ça m'a donné beaucoup, au fond, ça m'a donné beaucoup, c'est que je connais, à l'inverse de la plupart des gens, un état de plus. Parce que les gens, enfin j'espère ici tout le monde, connaît deux états, c'est-à-dire debout, dodo, quoi. Voyez. Oui. Les gens sont éveillés ou ils dorment. Oui, hein. oui. Après, il peut y avoir plein de choses, mais voilà, voilà. Mais enfin, disons, globalement, c'est ça. Les gens sont éveillés ou ils dorment. Moi, j'en connais un troisième, qui est le coma. Et c'est un temps, pour le coup, qui s'est dilué pour moi après, disons, ma 20e année, comme un goutte à goutte, comme ça, dans laquelle, une temporalité dans laquelle, pour le coup, je ne cesse pas de puiser. J'ai le sentiment que quelque chose va se nourrir dans cet espace de non-temps, qui était évidemment un temps, parce que la chose en question donc, durait un certain temps, pour le coup. Mais c'est comme un espace blanc. Par exemple, quand j'essaie de, sans faire de poésie particulière là-dessus, enfin, ou essayer de m'auto-mythologiser, si je puis dire, sur cette question, je sais que quand je pense à ces moments de mon adolescence, enfin, ces moments-là, ce sont des moments blancs. C'est blanc. C'est-à-dire, c'est blanc, ça vibre. C'est comme il y a comme une auréole comme ça. C'est un peu phosphorescent. C'est pas angoissant. Ça me fait pas peur. C'est même assez doux. Mais alors évidemment, tout ça, c'est une construction. C'est moi qui ai dû inventer, pour le coup, créer tout ça.
Il n'empêche que ces moments-là ont existé et que c'est comme ça que je me les représente. Et je sais qu'à l'intérieur de ces choses-là, il y a des violences aussi, naturellement, mais que quelque chose vibre toujours de façon... c'est comme des corpuscules comme ça, une matière noire. Enfin, pour le coup, là, celle-là, elle est noire. Ouais. Et vous dites, c'est là que Oui, vous trouvez oui. une sorte de... Oui, il y a... Alors, c'est tout ça, voilà, je pense que, quoi, il n'y a pas de théorie, hein, si vous voulez, mais c'est comme ça que je suis construit. Et je sais que j'ai appris l'exercice du travail et de la musique au bout de certain nombre d'années, comme ça, de pratique, mais disons voilà, entre ma 20e et ma 30e année. J'ai mis un peu toutes ces années à comprendre qu'au fond, cette énergie, cette volonté, comme ça, irrépressible, quoi, venait de ces moments de contraction, pour le coup temporel, qui étaient ces comas, et que j'avais le sentiment qu'au fond, c'était comme une boîte noire. J'allais dire un trou noir plein voilà, d'énergie. Oui, un trou noir plein d'énergie. J'ai toujours l'impression que quelque chose... C'est l'origine de l'univers. Voilà, et que là-dedans, il y a un monde, évidemment, de convulsions aussi, hein, pour être plus technique, oui. Mais qui est là, quelquefois, je vais là-dedans et je prends, et ça innerve mon travail et surtout mon désir, ma volonté, de façon continue, parce que aujourd'hui, maintenant, j'ai pas 20 ans. Quelquefois, je suis surpris par... quelquefois, je suis surpris, ça me surprend moi-même. Qu'est-ce que j'aime ce travail, quoi. Quelquefois, je piaffe comme un... Je veux retravailler tout le temps. Ça s'arrange pas, c'est de pire en pire. J'ai de plus en plus envie de travailler. J'aime de plus en plus ce travail. J'adore ça, quoi. Ça s'arrête jamais. C'est comme un soleil qui grandit comme ça. Alors tout ça, c'est de la... Bon, non, mais cette image du trou noir, de l'énergie à l'état pur, de nouveau sans dimension, espace-temps, tout est mélangé. Oui, c'est pour ça que le temps m'ennuie, quoi. Ben oui, voyez, absolument. Parce que ça m'ennuie, quoi. Ouais. Je sais que j'ai beaucoup d'amis, compositeurs, collègues, des gens que j'admire infiniment, qui parlent du temps. Enfin, moi, je suis là, je les regarde... Je suis admiratif, quoi, parce que je trouve qu'ils ont toujours des idées. Mais au fond, ils parlent d'une matérialité des choses. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Non, c'est de plonger dans quelque chose qui n'a pas de dimension, mais une immense énergie, quoi. Oui, voilà. Ouais. Oui, c'est une énergie. J'aime bien d'ailleurs l'image du soleil. Vous voyez, je me sens pas comme un soleil, hein, mais j'ai lu récemment, on lit toujours des choses. Vous voyez, le soleil va nous dévorer un jour. Il s'auto. C'est quoi le temps du soleil, quoi, vous voyez? Parce que le soleil, il pense au temps, par exemple. Vous voyez. Non, mais... On va une fois le faire venir à Galma. Oui. D'ailleurs, il est dans le logo d'Agalma, le soleil. Ah oui, c'est vrai. Il est là avant qu'on se soit rencontrés. Non, mais pour finir, prenons une œuvre que nous aimons de chez Beethoven, peu importe laquelle. C'est quoi le temps de cette œuvre? C'est quoi? Voilà, ça dure 8 minutes, 7 minutes, 45 minutes. Est-ce que c'est à ça qu'on pense? Est-ce que c'est pas plutôt à ce que ça produit en nous comme substance vivifiante et régénératrice, quoi? Est-ce que c'est pas de ça dont il s'agit? Donc, c'est entendu, je ne suis pas Beethoven, mais c'est ça qui m'intéresse. Le temps passe et on arrive au bout de cette discussion. Merci beaucoup, Pascal Dussapin. Merci à vous.